Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Les jeux de société, ça va de jeux classiques que les gens connaissent comme le Puissance 4, le Uno, ça va jusqu'aux échecs, ça va à des jeux d'adresse. Et même, j'ai même envie de dire, si on veut étendre et un peu aller plus loin, la pétanque est un jeu, tu vois. Ah oui. La pétanque, qui sont des jeux. Donc, c'est aussi des activités de jeu. Les jeux de rôle sont des jeux. Les jeux, il en existe de toute nature, si tu veux. C'est vaste, en fait. C'est vrai que avant, on connaissait que peu de jeux, mais il y a des nouveaux types de jeux. Tout ce qui est jeu à rôle caché, type loup-garou, ça n'existait pas il y a peut-être 100 ans, tu vois. Ah oui. Tout ce qui est, tu vois, il y a plein de nouveaux jeux, les unlock, les énigmes, les enquêtes, les escape games, etc. Il y avait le Cluedo, on va dire. Cluedo, c'est un jeu un peu ancien, un peu d'enquête, mais qui est pas non plus, c'est un peu simple. Là, il y a des jeux beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches et variés qui existent, et des jeux simples, des jeux à plusieurs, des jeux qui jouent tout seuls, des jeux d'observation, des jeux d'adresse. Bref, il y a des jeux d'un peu tout. D'accord. Et le rapport avec jeux et jeux société et jeux vidéo, est-ce que, à ton avis, c'est deux domaines complètement séparés qui n'ont pas de grand-chose à voir, ou c'est quand même les mêmes sociétés qui sont derrière ces domaines-là pour gérer, enfin, je sais pas, parce qu'un jeu de Alors, à société. mon sens, les sociétés qui gèrent le jeu vidéo sont pas forcément les mêmes que ceux qui gèrent le jeu de société. Il y a des éditeurs, donc ce qu'on appelle des éditeurs effectivement de jeux vidéo, comme Konami. Alors je vais te citer des vieilles marques parce que moi je suis pas à la page des jeux vidéo, hein, très clairement. Je me suis arrêté il y a quelques années aux jeux vidéo, mais tu vois, Konami, etc. Et puis même Sega, c'est un éditeur aussi. Et puis, il y a les grands acteurs du jeu vidéo qui vont être Microsoft, Sony, avec la PlayStation, avec Nintendo, ce genre de choses. Il y a tout un univers au niveau du jeu vidéo que, en vrai, moi, je ne connais pas tellement, mais où il y a des pro-gamers, on va dire presque des athlètes, mais cette fois-ci du jeu vidéo, au final. Oui. Et puis, il y a le jeu de société. Et le jeu de société, c'est d'autres éditeurs comme Yellow, Asmodée, bref, je peux pas citer toutes les marques, il y en a beaucoup, qui sont des éditeurs de jeux et des distributeurs de jeux. Donc, il y a toute une filière. La filière, ça part de souvent un créateur, donc un inventeur, qui peut être Bruno Feduti, Bruno Catala. Bref, c'est des gens... des inventeurs de jeux qui proposent leurs jeux à des maisons d'édition comme les maisons d'édition de livres. Tu vois, disons que le jeu de société, ça se rapproche de ce qui peut se passer dans le livre. Tu vois, les éditions Hachette qui font les calendriers, qui font les dictionnaires, les trucs comme ça, bah, c'est un peu la même chose sur le jeu de société. Il y a des éditeurs, des créateurs et des distributeurs, et puis des salons, etc. D'accord. Et si je te donne une liste de jeux de société, est-ce que tu penses qu'ils seront un jour cotés en bourse sur Nasdaq? Par exemple, je sais pas, les sociétés qui sont très connues, genre Take-Two, ou EA Sport, des entreprises qui sont extrêmement connues dans les jeux vidéo. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un rapprochement possible? Alors, c'est possible que des sociétés, parce que le milieu, moi, j'aurais tendance à dire que le milieu que je connais quand même mal, hein, mais même si j'ai été joueur de jeux vidéo comme un peu tout le monde de ma génération, mais le milieu des jeux vidéo va se rapprocher du milieu du cinéma. Donc, si tu as des sociétés de production, je pense à, je sais pas moi, Luc Besson, enfin, tu vois, il y a des sociétés de production de cinéma à Hollywood, etc., qui entrent en bourse, parce que ça génère de l'argent, donc un business, donc potentiellement, ça intéresse la bourse. Ça se peut. Je pense que les jeux vidéo des sociétés de création de jeux vidéo peuvent entrer en bourse, sont même peut-être déjà en bourse, c'est juste que je suis pas au courant parce que c'est pas vraiment mon créneau. De là à dire que les éditeurs de jeux de sociétés familiaux entrent en bourse, je ne sais pas. En vrai, je sais pas. Et peut-être que ça l'est, mais que j'en sais rien, puisque moi, je suis que au niveau utilisateur, en fait. Je fais jouer les gens, je connais les jeux. Mon boulot, c'est de
parce que je suis passionné de jeu. Donc, j'ai fait un peu de mon boulot, mon travail, en Ouais. quelque sorte. Et il y a un marché quand même, parce qu'il y a des jeux de société, ça se vend dans les boutiques. Quand tu vas à la Fnac, tu as un rayon livre, bah, tu as un rayon musique, et puis tu as un rayon jeux de société, mine de rien. Et d'ailleurs, ça ouvre. Il y a quelques années, la Fnac faisait beaucoup moins de jeux de société que maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus développé encore. Donc, c'est un milieu qui se développe, le jeu de société. Ça, c'est vrai. Il y a plus d'éditeurs, mais c'est un milieu, de ce que m'ont dit certains gérants de boutiques, Ouais. qui est un peu difficile. Parce que concurrentiel, parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ouvrent, parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent. Je ne sais plus la statistique, il faut regarder, mais je crois que tous les mois, il y a peut-être une soixantaine ou centaine de jeux qui sortent par mois. Waouh, De nouveaux jeux, t'imagines? c'est énorme. Donc c'est énorme. Et j'ai des vendeurs de boutiques qui eux sont des boutiques qui vendent des jeux de société me disent bah on peut pas tout acheter, on doit faire des sélections. C'est pour ça qu'il y a tu vois il y a le festival de Cannes. En fait le festival de Cannes c'est pas que le festival du cinéma, c'est aussi le festival de Cannes du jeu de société. Il y a Vichy qui est aussi un grand festival de jeux de société. Il y a le Flip, il y a plusieurs festivals en France et à l'étranger qui ont des jurys qui votent du coup pour le jeu, le meilleur jeu catégorie enfant, le meilleur jeu adulte, le meilleur jeu expert, le jeu de l'année, etc. Et donc les éditeurs et les jeux de société qui gagnent des prix, eh ben, sont récompensés quelque part. Alors des fois c'est des dotations en argent, mais c'est surtout en termes de notoriété. Vu que le jury ce sont des joueurs et des spécialistes de jeux, quand un jeu de société gagne un prix, c'est qu'il est gage en quelque sorte de qualité et du coup, il se vend beaucoup mieux en boutique. Ah bah oui, oui. Les jeux de société ont besoin d'un réseau de distributeurs. Euh, Oui. ça, ça peut se passer par Amazon ou aussi des grandes boutiques, non? Et souvent, les distributeurs, alors c'est un peu plus complexe, mais je crois qu'en France, faut faire des recherches là-dessus. Mais tu as des grosses marques. Yellow, c'est une grosse marque. Matago, c'est une grosse marque. Asmodée, c'est une grosse marque. Gigamix, c'est des grosses marques. Et c'est distribué par, je sais même pas si c'est des marques ou des distributeurs. En tout cas, il y a une organisation autour de ça. Ah, d'accord. Donc le distributeur prend environ une commission de 20 à 40% sur les ventes à la boutique. D'accord, Euh, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu vois toi sur le net? ouais, sur Google, je suis en train de regarder. Exact. Vu que tu es en train de parler de Ouais. ça, et là, ils disent que, par exemple, une entreprise de distribution prend à l'éditeur une commission de 20 à 40% sur la vente en boutique. Mhm. Ensuite, 30%, c'est par exemple 30% des 15 euros hors taxe, soit à peu près 4,5 euros hors taxe. Et l'éditeur reverse à l'auteur un pourcentage du chiffre d'affaires généré par le jeu. Ce pourcentage équivaut en moyenne à 3%, seulement à 3% du prix public. C'est-à-dire que Ouais, tu vois. l'auteur, il touche que 3%, quoi, tu vois. Donc si tu Ouais, ouais, regardes c'est le cas ça. Donc, Lambert, c'est ça, l'éditeur prend 9,75%. En fait, c'est l'éditeur qui gagne le plus hein, dans cette affaire-là, j'ai l'impression. ouais, c'est possible. C'est Parce très que, possible parce que c'est un peu comme dans la musique. En vrai, quand un artiste il fait un album, tu sais, sur un truc qui vaut, si c'est 3%, imagine 3%. Un jeu de société, en général, c'est pas 100 euros, tu vois. C'est beaucoup plus aux alentours de 20, 30 euros. Donc, tu imagines 3% de 30 euros, tu gagnes même pas 3 euros, quoi. oui, c'est ça, exactement. Là, c'est par exemple sur 30 euros. Sur 30 euros, le jeu il coûte 30 euros par exemple. Il y a 10 euros qui Mm. part à la boutique, 4,5 euros qui part à les distributeurs, 9,75 euros pour l'éditeur, 5 euros pour le TVA et seulement 75 centimes pour l'auteur. Donc Ouais, c'est ça. c'est ce qui est marqué. C'est Donc ça. Non, l'auteur, non, mais ouais, c'est celui qui a inventé le jeu, mais c'est celui qui touche le moins en fait. exactement. Alors le travail de l'auteur, 6 mois de travail en temps plein.
200 € de frais pour une présence en festival, 50 € de frais de prototypage. Pour le travail d'éditeur, 5 mois de travail à temps plein, 3 000 € d'illustration graphique, 25 000 € de fabrication pour 5 000 jeux, soit à peu près 5 € par jeu, et 3 000 € de communication. Ensuite, 500 € fois 3 mois de charge d'entreprise. 5 000 jeux représentent le volume de vente total moyen d'un jeu avant qu'il disparaisse. Donc 5 000 boîtes quoi, vendues. Pour chiffrer le coût du temps de travail, la base de salaire médian français est de 2 200 € brut, soit 1 700 net. En incluant le temps de travail, l'investissement total est de 13 450 € pour l'auteur et 43 500 € pour l'éditeur. Si on prend le cas où 5000 jeux ont été vendus, l'éditeur gagne 10,50 € par jeu, sur lequel on soustrait les droits d'auteur, soit 48 750 €. L'auteur gagne environ 75 centimes par jeu, soit au total 3 750 € par jeu. Ouais, c'est ça. Et 5000 jeux vendus, c'est déjà une bonne vente, je peux te dire. Ah oui. C'est pas si simple. Ben ouais. Ouais. Si tu as un éditeur, ça peut, mais ça, c'est pas si évident que ça, hein. Bah oui, parce que l'éditeur, pour vendre 5000 jeux, il faut faire beaucoup de communication. Faire des pubs partout. C'est ça. Et comme il y a beaucoup de jeux qui sortent tous les mois, tirer son épingle du lot, voilà. T'as des gros spécialistes du jeu qui sont ça veut dire c'est comme les stars de musique, tu vois, c'est des bangers. Il y a des gens qui ont fait plus de 150 jeux. Moi, je pense à Bruno Feduti parce que je l'ai croisé un peu. Un des plus grands auteurs de jeux de société, le plus grand français, c'est sûr, peut-être un des plus grands européens, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui a créé, je ne sais pas combien, plus de 130 jeux à son actif. Et effectivement, c'est un professionnel de ça. À la base, je crois que c'était un prof de maths ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que les jeux, c'est aussi mathématique au final. Enfin, ça se rapproche pas mal. Il y a un côté scientifique, en fait, dans le jeu. Les jeux, ce sont des mécaniques, en fait. Ah bah oui, c'est des statistiques, hein. C'est que des formules de maths derrière. Hein. C'est ça. Alors après, il y a d'autres types de jeux, parce que dans un jeu d'adresse, c'est plus de la physique, tu vois, sur le coup. Et puis dans un jeu à rôle caché, c'est plus de la psychologie, tu vois, le poker, le bluff. Donc il n'y a pas que des statistiques. Il y a un côté aussi humain, etc. Je fais une petite parenthèse. Ouais. Samedi, ma vidéo est arrêtée, mais je ne sais pas comment faire pour mettre la vidéo en vrai. Il y a un bouton en bas à droite pour vidéo. Bon, c'est pas grave. Je ne vois pas. Écoute, on fait le truc. J'espère que ça enregistre de ton côté. Oui. Bon, bah écoute, voilà. Moi, je vois pas le mode là, mais voilà. Oui. Je vais arriver un peu à la Ludo bientôt. Ok. Tu me dis hein, si tu es occupé, c'est pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, ouais, je commence pas tout. Un jeu, c'est pas forcément très rentable. L'éditeur lui-même, il doit mesurer son risque financier. Hein. Par exemple, les jeux invendus, ça part à la poubelle. Hein. C'est direct. Et le risque... oui, ça fait du stock qui prend de la place. Des choses qui sont imprimées pour rien, qui se vendent pas au final. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, les boutiques de jeux, une boutique de jeux fait pas une commande de 50 jeux. Tu fais une commande de 50 jeux quand tu as les reins solides pour acheter 50 jeux et que tu sais que le prix et que le jeu a gagné un prix, etc. Sinon, en général, les boutiques de jeux, faut qu'ils te fassent confiance parce que c'est pareil, une boutique, c'est une boutique physique, donc il faut de la place et tu prends 2-3 jeux. Tu prends 2-3 jeux pour voir s'ils se vendent. Moi, j'ai vu des jeux qui étaient en boutique. Bon, bah, 1 an plus tard, ils sont toujours dans la boutique et ils prennent la poussière et même ils se retrouvent soldés parce qu'ils ne sont pas vendus depuis 1 an et alors qu'ils sont physiquement visibles dans la boutique. Après, bon, quand tu es d'autres boutiques comme la Fnac ou comme Amazon, là, tu as des stocks qui sont cachés, donc c'est moins gênant, mais ça prend de la place dans tous les cas. Bah oui. Disons qu'un jeu ne peut pas être stocké au-delà de 2 ans peut-être. Certaines personnes qui investissent des mois de travail dedans, notamment dans l'illustration, la communication et la fabrication des pièces, parce que des pièces parfois qui sont très compliquées à faire.
et sans garantie de vente de tous les jeux, hein, ce risque financier est important, hein. S'il n'y a pas Ah de bah c'est bénéfice, clair, bah oui, il faut absorber le risque d'échec commercial. on est Et, d'accord. et c'est pour ça que l'éditeur prend beaucoup d'argent parce que il doit s'assurer que le risque derrière soit être absorbé. Oui, oui, c'est clair. On a vu des jeux qui sont retirés, des très bons jeux. Un de mes jeux préférés qui s'appelle Santorini a été retiré du marché. Et alors, on le trouve plus qu'en occasion. Il a été retiré par l'éditeur et tout. Parce qu'en fait, les coûts de fabrication, il y avait des pièces en 3D, en plastique, etc., qui étaient bien faites. Et le coût de fabrication de ces pièces-là, etc., euh, ça coûte cher. Et si ça fait qu'en fait, le coût de fabrication étant élevé, tu peux pas vendre le jeu pas cher en quelque sorte. Bah Sinon, oui. tu vends à perte. Et du coup, par rapport à, à ce que coûte à fabriquer le jeu, ça t'obligerait pour être rentable pour l'éditeur à faire un jeu qui se vendrait 60, 70 euros. Et le truc, c'est que c'est un jeu qui ressemble à un jeu d'échecs. Il y a juste des pièces, c'est un peu comme les pièces d'échecs, mais au final, tu peux pas vendre un jeu d'échecs 70 euros, tu vois, Oui, c'est pas, parce ça que sort pas. c'est pas possible. Et du coup, ils ont retiré ce jeu-là parce qu'en fait, s'ils le mettaient à un prix équivalent à 20-30 balles comme ça pourrait se vendre, bah, il serait à perte. Peut-être que le jeu leur coûte 40 euros à fabriquer, tu vois, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, Je te oui. dis des trucs un peu aléatoires, mais il y a des jeux qui ont été retirés parce qu'ils coûtaient trop cher à fabriquer. Et puis il y a des. Bah, il y a Ah, qu'à Nintendo. il y a plein de trucs. Ouais. Et bon, moi, je trouve le jeu est hyper, hyper bien, hein. Moi, je suis très content de l'avoir. J'en ai même deux de ce jeu-là, Santorini. Mais, euh, mais pour l'éditeur, ouais, ça peut être un risque. Santorini, ok. Board game. Donc je tape board game. Ouais, Ah oui, c'est. Santorini, c'est un très bon jeu de stratégie un peu échec qui peut se jouer à 2, à 3 ou à 4. Donc, t'imagines, c'est riche, je vais pas dire comme les échecs, mais on n'est pas loin. Et en final, les échecs, c'est hyper intéressant à 2, mais là, tu peux carrément jouer à 4 à Santorini. Et la mécanique est beaucoup plus simple à apprendre que les échecs. Et pourtant, la stratégie dedans est vraiment très, très intéressante. Waouh. Ah ouais, Santorini, c'est un jeu qui coûte 117 euros. Ah oui, Je pense que non, tu peux le trouver moins cher, mais il y en a qui le vendent cher parce qu'il est rare, vu qu'il ne se fait plus. Il y avait un autre jeu, comment il s'appelait Ah là là, Elixir. Un jeu Elixir que moi j'avais quand j'étais petit, que j'avais acheté 20 balles, qui ne se fait plus, qui n'est plus édité. Je le trouve des fois en occasion à 150 balles. À 150 balles parce qu'il est rare. Et les collectionneurs, bah, tout ce qui devient rare devient cher en fait. Donc tu as Ah oui. comment dire, t'as des business là-dessus. Vieux mari ou un. D'accord, Elixir, elle est sortie en 2000, non, en 1987. Il est sorti en 1987, il y a à peu près presque 30 ans, hein. Plus que 30 Après, il a ans. été réédité, hein. Je sais que j'ai vu. Ouais. Apparemment, c'est un jeu qui a connu son époque de la gloire, hein. Elixir, donc. Mais c'est des jeux des années 90. Ouais. Et pourtant, c'est que des cartes. Elixir, c'est juste des cartes. C'est même pas compliqué. D'accord, oui, c'est un jeu de cartes. Ok, ouais. Ouais, ouais, c'est des cartes et puis voilà. Les jeux de cartes, il y en a tellement, hein. Après, il faut acheter un livret pour stocker Ouais. les jeux. Ben, Ouais. alors, c'est un jeu de cartes dans le sens où c'est fait avec des cartes, mais c'est pas les cartes pique, astre, cœur, carreau comme il y a partout, hein. Oui, c'est pas des cartes à collectionner comme Voilà, c'est Pokémon. pas des cartes à collectionner et c'est pas non plus. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça a l'air bien fait, hein. Le coût de fabrication, ça doit être énorme aussi, hein. Les graphistes employés, faut travailler sur ce jeu. Ça doit être pas mal. Ça se fait peut-être 9 mois, un an, quoi, de travail, quoi. Faut passer beaucoup de temps à créer tous les persos, les cartes, dessiner les cartes, tout ça. Alors, il dit que le marché de jeux de société est prolifique.
Il y a 1000 sorties de jeux par an. Donc ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure, hein. Donc à peu près peut-être 60 à 100 jeux qui sortent chaque mois. Donc c'est pas mal. Les boutiques ne peuvent plus avoir tout en rayon parce qu'il y en a trop en fait. Donc elles se concentrent sur les jeux les plus connus et travaillent principalement avec les grands distributeurs. Elle se facilite le travail de la gestion de commande et qui réduit aussi le nombre de leurs fournisseurs. Et ces boutiques commandent aussi, comment dire, très souvent le franco de port, c'est-à-dire le montant à partir duquel la livraison est offerte. Et c'est pour ça qu'aussi ils travaillent avec les grands fournisseurs. Ça, ils n'ont pas payé les frais de port. Elles veulent aussi commander un peu d'exemplaires de chaque jeu pour éviter de rester avec les invendus. Donc, il faut diversifier ces stocks. Mais on constate aussi qu'ils ont du mal à travailler avec les petits distributeurs qui eux, auto-distribuent leurs jeux, quoi. Alors, la plupart des éditeurs de jeux ont un rythme de sortie relativement faible, soit quelques jeux seulement par an. Par exemple, si je crée mes propres jeux, je publie un jeu par an, c'est déjà pas mal. En fait, le problème, c'est le frais de port, en fait, à chaque fois, hein. Ce qu'on remarque, c'est que pour commander un jeu, il faut payer les frais de port. Et l'éditeur ne peut proposer les jeux à l'unité à la boutique parce que quand ils vendent en lot, par exemple un lot de 50 ou 100 jeux. Et l'expédition peut coûter relativement cher par rapport aux bénéfices réalisés sur chaque vente. Alors, les distributeurs possèdent un catalogue de plusieurs dizaines, voire des centaines de jeux. Et chaque boutique peut commander 50 jeux à un seul exemplaire, par exemple, pour atteindre le frais de port offert. Il ne faut pas non plus sous-estimer le travail que représente la relation commerciale avec entre 400 et 1200 boutiques spécialisées. Et c'est un métier. Et convaincre une boutique d'acheter en direct éditeur est difficile. Ce temps à démarcher n'est pas consacré à communiquer auprès des joueurs, à étoffer son catalogue. Et comme tu sais, il y a beaucoup de sociétés françaises, notamment dans le domaine de jeux vidéo, dans les années 1980-1990, qui avaient fait faillite parce que c'est des jeux qui n'étaient pas assez populaires, qui étaient super chers. Et même côté aux États-Unis, on avait dans les années 80-90, je me rappelle de Sierra Online par exemple, qui était une très bonne boîte qui avait sorti Myst à l'époque, qui était très Ah connu. oui, exact. Myst, ouais, j'ai connu. Voilà, aussi Microprose, qui avait sorti des jeux de course, de jeux de guerre, par exemple F1, Grand Prix F1, Microprose, et notamment aussi des jeux de sport, jeux de guerre et tout ça. Et on avait aussi à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des jeux de Sid Meier, de Civilization. Je sais pas si ça existe Ouais, encore. Civilization. Ça existe plus, ça? En tout cas, le Sid Meier l'a vendu, hein. Il a vendu sa boîte. Ah, ouais. Voilà, et puis plus récemment, on a aussi Minecraft. Pareil, Minecraft, le créateur de Minecraft euh, qui est, euh, qui a vendu l'entreprise à Microsoft. Donc, c'était aussi un jeu qui vaut des milliards, hein. C'est Marcus Persson. Marcus Persson qui Mais c'est pour avait. ça. Il y a je pense que tu sais l'essor du jeu alors je m'y connais pas hein, comme je te le dis, moi je suis dans le jeu physique voilà, mais le marché émergent, je vais pas dire du moment parce que je pense que c'est même déjà ça a déjà boomé, c'est le marché du jeu sur téléphone portable. Exactement. Parce qu'en fait, le coût de faire un jeu sur téléphone portable est beaucoup moindre que de faire un jeu vidéo que tu vas devoir vendre sur console, tu vois, ou sur ordinateur. Et en fait, le téléphone portable est dans la poche de tout le monde. Et tu peux, en cliquant, en payant en 2 secondes, avoir le jeu qui est téléchargé et qui est disponible. Alors que sur console, avant, il fallait aller à la boutique, acheter la cartouche, il y avait des frais, il y avait ci, il y avait ça. Et donc, il y a beaucoup de gens, vu que en fait, nos téléphones portables, si tu réfléchis bien, ce sont des ordinateurs. Les téléphones portables actuels sont plus puissants que les Pentium qu'on avait à l'époque, des gros ordinateurs énormément, enfin très gros. Donc, on a des ordinateurs dans la poche et tout le monde là.
Et du coup, le marché potentiel du jeu sur portable est immense. Exactement. Alors, pour rejoindre des idées, aujourd'hui sur Nasdaq, on a à peu près une dizaine de sociétés qui sont spécialisées dans la réalisation des jeux mobiles. Notamment, alors, je vais citer les noms des marques, peut-être ça t'évoque quelque chose. Alors, Blue Hat Interactive, qui avait fait IR Racer, je sais pas si ça te parle. Je connais même pas. Talking Tom, c'est un chat, je crois. Ensuite, il y a Gamehouse, qui édite aussi des jeux mobiles sur smartphone, RPG, puzzle. Ensuite, on a Gravity qui a sorti le jeu Ragnarok Online Requiem. Je sais pas si ça parle. Mais je joue très peu en portable. Hein. Ouais. Ensuite, on a Control Group CTRL, Control Group pour les jeux mobiles. Ensuite, on a Playtika aussi, c'est une société qui fabrique aussi des jeux de société, hein, aussi, hein, c'est pas seulement des jeux sur mobile, hein, donc ça rejoint un peu le concept de jeux numériques et des jeux physiques. Ensuite, on a Skills, c'est une entreprise qui a sorti un jeu qui s'appelle Domino Gold, Blackout Bingo, 21 Blitz et Solitaire Cube. Donc, c'était des jeux pour enfants et pour adultes. Et enfin, on a Sony Group, qui aussi réalise des jeux vidéo sur smartphone. Ensuite, si on élargit côté PC et ordinateur, au-delà de smartphone, on a Blooms, Electronic Arts, EA Sport par exemple. Bien sûr. Voilà, Funko, Flex Shopper, GameStop. Alors GameStop, c'est plus un retailer, c'est une boutique qui vend des jeux vidéo. Ensuite, on a Motorsport Camps, donc c'est tout ce qui est les jeux sportifs. Roblox, extrêmement connu. Hein. Roblox avait sorti... Ah oui, Roblox, tous les gosses jouent à Roblox. Hein. Oui, Polestar, etc. Hein. Royal La Cloche. Ensuite, on a True Golf. Voilà, Santorini, très bien. Voilà, je te parlais de Santorini. Et en fait, regarde la boîte de Santorini, tu vas voir tout de suite. Je disais qu'il y a des pièces qui coûtent cher à fabriquer parce que tu as des... Voilà, tu peux construire, si tu veux, une ville comme ça sur un plateau. Et du coup, toutes ces pièces qui sont faites en 3D, en quelque sorte, tu vois, coûtent cher à construire. Bah oui. Tu vois, les pièces comme ça, il y en a beaucoup pour faire tout le plateau. Et du coup, ça revient cher, quoi. Ouais, ça justifie les 117 €. C'est ça. Tu vois, le plateau, ça. Après, en vrai, ils pourraient refaire un jeu avec des pièces beaucoup plus simples que ça, qui soient standardisées, et au final, ça reviendrait moins cher. Mais bon, il faut tenter de le faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça entraîne... Moi, je trouve que c'est un business qui entraîne la créativité, l'inventivité, et notamment pour les jeunes adultes, voire les enfants, pour qu'ils soient de plus en plus intéressés par l'art, parce que c'est de l'art en fait. Un jeu vidéo, faut être un artiste pour apprécier. Le jeu vidéo est très proche du cinéma, et le jeu de société, un mix entre le cinéma et le livre, on va dire, si tu préfères. Ouais. Voilà, le livre, t'as une histoire, t'as quand même un design. Le jeu vidéo, le jeu de société, c'est un mix un peu entre les deux. Le jeu vidéo, c'est du film. C'est du film avec du game design, créer une ambiance et gérer la difficulté du jeu, l'engagement que ça peut engendrer. Le jeu de société, c'est encore autre chose. C'est des mécaniques à mettre en place avec des univers. Mais il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire dans tous les sens. Et tiens, une petite parenthèse pour aller sur du numérique, sur des applis et aussi sur du jeu. Il y a un truc qui s'appelle Board Game Arena. Tu peux regarder. C'est un site très connu où en fait tu peux jouer à des jeux de société adaptés pour téléphone ou pour ordinateur avec des versions numériques des jeux. Donc en fait, tu as des jeux qui sont sortis sur Board Game Arena, qui sont testés pour justement tester par des centaines d'utilisateurs, puisque c'est sur Internet, c'est une application. Du coup, tout le monde peut tester en Chine, en Afrique, en Inde ou dans tous les sens. Donc, tu as des jeux qui sortent sur Board Game Arena que les gens jouent. Et puis, plus tard, la version physique en jeu de société comme ça qui arrive. Ah ouais,
Très très bien, ouais. BGA pour les intimes, Board Game Arena. Ça permet de tester tous les jeux, ou en tout cas énormément de jeux qui existent en version numérique, en quelque sorte, en version téléphone, etc., où chacun joue chez soi, comme un poker en ligne, au final, tu joues comme ça, avec les mécaniques du jeu, et plus tard, le jeu arrive en boutique physique. D'accord, en fait, un endroit pour une vitrine, quoi, en fait. Une vitrine qui permet C'est de. une sorte de vitrine test de jeu, quoi. C'est une application, en fait, qui hoste, qui héberge plein de jeux, plein de jeux, plein de petits jeux qui sont sur Board Game Arena. Donc, ils ont numérisé les jeux. Ensuite, tu peux jouer virtuellement ce jeu avec les règles Ben, du c'est jeu. ça. Ils ont créé des versions numériques de jeux de société. D'accord. Ah oui, parce que faire un moteur de jeu, ça nécessite quand même une équipe, ne serait-ce que pour faire la partie logique, le moteur, et puis aussi la partie graphique. Ça nécessite quand même Oui, une oui, équipe, hein. C'est pas parce que tu as scanné le board ou tu as scanné les cartes, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut que tu ajoutes la partie animation, partie logique. Tu peux jouer à Risk, hein, tu vois Risk, le jeu de Oui, stratégie oui, bien classique. sûr. Bah, tu peux jouer sur Board Game Arena. Au lieu de jeter un dé, tu cliques sur un bouton, ça te donne un dé aléatoire. Tu peux cliquer, déplacer des pièces. Board Game Arena, c'est comme un jeu sur téléphone mobile en quelque sorte. On est un peu à la croisée d'un jeu vidéo mobile, comme tu jouerais à n'importe quel jeu mobile, mais qui sont des jeux de société. C'est-à-dire, tu peux jouer au poker, tu peux jouer aux dames, tu peux jouer à ce que tu veux, et à plein de jeux. Euh, euh, Peut-être pas des jeux physiques comme ça, tu vois, où là, tu dois poser des cubes. Et quoique, ils ont peut-être fait un moteur physique, tu vois. Mais ça, c'est un jeu où tu dois poser des cubes sur une balance. On est sur un jeu physique. Je suis pas certain, et encore, je connais pas vraiment beaucoup plus que ça soit adaptable sur Board Game Arena et que ce soit le même plaisir. Mais par contre, sur un jeu de cartes, un jeu de dés, un jeu de stratégie, un jeu de tout ce que tu veux, ça fonctionne très bien. D'accord. Ah oui, ça Et c'est. donc, test sur Board Game Arena, les jeux qu'ils aiment bien sur Board Game Arena, plus tard, ils se les achètent en physique pour jouer autour d'une table en famille. Et pour le Board Game Arena, est-ce qu'il faut un abonnement quelque chose comme ça? Non, tu t'inscris, tu valides avec un email et voilà, c'est gratuit en fait. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Il y a probablement, j'utilise très peu, mais il y a peut-être des abonnements pour avoir des fonctions premium, pouvoir voir des jeux en avant-première, pouvoir changer ton avatar, ce genre de choses. Mais de manière générale, c'est gratuit. Ok. D'accord. BGA pour les intimes, Board Game Arena. Ok. Bah là, je suis sur le site de boardgamearena.com. Je viens de découvrir Voilà, ce truc-là. Donc ça se joue sur navigateur internet. Donc c'est c'est ça. oui. Navigateur ou téléphone du coup. D'accord. Ok. Bah ça a l'air bien fait, hein. Tu choisis ton jeu, tu rentres dans une room et tu joues. Ok. Ça me rappelle chess.com où on a joué des parties d'échecs. C'est la même chose. Chess.com, c'est un groupe, tu rentres et tu joues aux échecs. Et dans Board Game Arena, c'est juste que tu as 100 000 jeux différents au lieu d'avoir juste que les échecs, en fait. Mais c'est exactement la même chose. Ah ouais, waouh. Ah ouais. 1000 jeux. Tu as plein de... Et tu pourrais jouer au loup-garou sur Board Game Arena, tu pourrais jouer à des tas de jeux. C'est un chess.com, mais qui n'est juste pas limité aux échecs, avec lequel tu peux jouer à plein d'autres jeux. Donc c'est très intéressant. Et il marque aussi la durée du jeu. Par exemple, là, pour les derniers droïdes, 16 minutes. After Us, 24 minutes. Rallyman, 22 minutes. Et Atlantica, 34 minutes. Donc, il y a la durée du Hmm. jeu. Donc, combien de temps tu vas consacrer à jouer, quoi. Bah, c'est des temps moyens parce qu'en fait, tu peux jouer plus ou moins vite, plus ou moins lentement, comme dans la réalité, hein. Mais oui, il y a un temps moyen de jeu. En général, un jeu a 3-4 informations. Tu vas savoir pour quel nombre de joueurs c'est fait. Est-ce que c'est un jeu qui joue à 2? Est-ce que c'est un jeu qui peut jouer à 4, qui peut jouer à 6, 8, etc. Quelle est la tranche d'âge indiquée? On parle d'une tranche d'âge en général minimum, à partir de 5 ans, à partir de 8 ans, à partir de 10 ans. Évidemment, si tu vois un jeu qui est à partir de 14 ans ou 16 ans,
tu te dis que c'est probablement ce qu'on appelle un jeu expert parce que ça demande une plus grande capacité de concentration, de stratégie, etc. Un jeu qui, si c'est marqué à partir de 4 ans, tu sais que c'est un jeu enfant qui est accessible à peu près à tout le monde. Et puis, la troisième information, c'est la durée, durée du minimum du jeu. Est-ce que c'est un jeu en 10 minutes ou est-ce que c'est un jeu en 90 minutes ou 120 minutes? Ok, ah oui. T'as même des joueurs qui sont en ligne, ils listent la saison et le classement qui est en cours. Donc des joueurs du monde entier, hein. Espagne, USA, Pays-Bas, Ah oui, Australie, Turquie. Board Game Arena, c'est mondial. C'est mondial. D'accord, ah oui. C'est comme chess.com, tu fais ton pseudo, tu te branches dessus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeux où tu n'as pas forcément besoin de lire dans une langue, tu vois. En vrai, aux échecs, tu peux très bien jouer avec un Chinois comme avec un Indien, même si vous ne parlez pas la même langue. Il faut juste connaître les règles. C'est ça qui est bien aussi avec le jeu. Il y a quelque chose de encore plus universel qu'autre chose, tu vois. Ah oui, absolument, ouais. Oui, il y a BGA, Board Game Arena et Board Game Geek. Board Game Geek, c'est aussi un jeu où tu peux jouer, récupérer des règles. C'est un autre jeu, c'est un autre truc. Il y a plein de trucs de toute façon sur le net. Bah oui, ouais, c'est clair, c'est clair. Ah bah il y a Flip 7, le jeu qu'on avait joué ensemble. Flip 7. The Lord of the Ring, Sky Team. Ah oui, bah, c'est un grand classique qui a plutôt bien marché. Ouais, d'accord. Et ça, ça se joue en ligne, comme chess.com. Ok. Avec un moteur de jeu dedans. Voilà. Waouh. Oui, Oui, voilà. c'est vrai que Board Game ça. Arena, en tout cas. Ouais. Board Game Geek, c'est un truc où il y a des classements, des notes. Voilà, moi, je regarde énormément de reviews de jeux. C'est-à-dire que je regarde des vidéos faites par des youtubeurs ou des critiques de jeux ou des testeurs de jeux qui testent des jeux de société. Des fois, c'est d'ailleurs plus simple de voir une vidéo que de lire les règles. Un peu la flemme, mais en fait, voilà. Et du coup, ça te permet de voir un peu ce que donne le jeu. Tu vois en plus en vidéo à quoi ça ressemble, tu vois le matériel, tu vois la mécanique, et du coup, ben, ça peut t'aiguiller un peu pour savoir si tu as envie d'acheter le jeu. Et la plupart des jeux, c'est rare que j'achète un jeu comme ça sans avoir regardé une vidéo dessus, en fait. D'accord. Ok. Donc tu commences par regarder les revues et ensuite t'intéresser Bah, au jeu. en général, je vois un jeu, soit sur le net, soit en boutique, soit quelque part. Tu regardes un peu à l'arrière, tu vois un peu. Bon, sur un jeu comme ça, avec des cubes, tu comprends qu'il y a des cubes, que c'est un jeu d'adresse, qu'il y a une balance, etc. Donc ça, je vais pas forcément regarder une vidéo là-dessus. Et encore, pour connaître les règles, ça peut être intéressant. Mais je vais souvent télécharger les règles ou alors essayer de voir une vidéo pour voir si vraiment le truc est bien. Et puis s'il est bien, je le prends. Je vois si, alors parfois neuf, parfois d'occasion, etc. Ok. Et D'accord. après, j'essaie d'accueillir les gens pour les faire jouer. C'est bien, ouais, c'est bien, ouais. C'est surtout les enfants ou les adultes qui sont intéressés à ça, non? Bah, C'est- ça dépend. En vrai, le jeu de société, potentiellement, ça peut être pour tout le monde. Mais en pratique, il se trouve que moi, je m'y attendais pas. Je t'avoue, avant vraiment de travailler vraiment dans le jeu, je m'y attendais pas. Mais il y a une certaine, comment on peut appeler ça, culture du jeu à avoir. Et au final, les gens qui ont l'habitude de jouer, parce que dans leur famille ça joue, parce que c'est leur habitude, eh ben ils jouent facilement. Et c'est pas tout le monde. J'ai beaucoup d'adultes qui ne jouent pas parce que ils se disent bah c'est pas pour nous, c'est pas pour les adultes, on ne sait pas, non, etc. Ils jouaient avec les enfants. C'est communément admis que jouer avec ses enfants, avec les enfants, ça se fait. Mais il y a beaucoup d'adultes qui ont eu des mauvaises expériences parce qu'ils ont joué à des jeux qui duraient longtemps, où on se moquait d'eux, où ils ne comprenaient pas les règles, où ils perdaient, etc. Ils ont grandi avec cette idée-là que le jeu c'est compliqué, que le jeu c'est long, que c'est toujours compétitif, etc. Et quelque part, j'ai énormément de gens que je croise qui ne savent pas qu'il y a des jeux collaboratifs où tu joues ensemble contre le jeu quelque part, qu'il y a des jeux qui durent 5 minutes, qu'il y a des jeux qui sont longs, qu'il y a des jeux dont les règles sont extrêmement simples à comprendre, qu'il y a des jeux qui sont des jeux d'enquête, des jeux d'observation. Ils ont que très peu de connaissances. Il y a même des gens qui jouent pas du tout parce que ça se fait pas.
Ça se fait pas dans leur famille, dans leur histoire, dans leur environnement. Ah C'est oui. pas si évident que ça. Pour moi, c'est évident que le jeu, c'est un vecteur de lien social par excellence et que c'est extrêmement cool. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Dans tous les cas, quand tu as deux personnes qui ont une nécessité de vivre ensemble ou d'être en commun, que ce soit mari et femme, parents-enfants, etc., il faut, d'une manière ou d'une autre, trouver, tant qu'à faire, pour créer justement cette complicité, cette intimité, il faut trouver des moyens de se relier. Donc, tu peux te relier avec quelqu'un en allant regarder un film. Tu peux te relier avec quelqu'un en allant faire une partie de tennis, de sport, de ping-pong, et tu peux te relier en jouant à un jeu vidéo ou en jouant à un jeu de société. Mais effectivement, le jeu de société, c'est très intéressant pour ça. Absolument. Ouais. Et en somme, là, on voit qu'il y a de plus en plus des gens qui font des films à partir de jeux vidéo. Par exemple, dans Minecraft, il y a pas mal de jeux comme ça. Je sais pas si tu regardes sur YouTube, où on voit que des gens, ils ont transformé l'univers du jeu en l'univers du cinéma. Bon, encore, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, hein. Le fait de réutiliser un moteur 3D pour faire des films, c'est un avenir. Moi, je pense que c'est un avenir limité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui produisent ça sont des gens qui sont des joueurs. Alors, Minecraft, c'est un monde ouvert où tu as la possibilité, avec le moteur de jeu, de créer à peu près ce que tu veux. Donc, tu peux créer une bouilloire comme ça en Minecraft. Tu peux créer cette bouilloire. Donc, tu peux avoir cette bouilloire dans le jeu. Donc, tu pourrais virtuellement, quelqu'un, un jeune de 15 ans chez lui avec son ordinateur, peut recréer la ville de Paris s'il a envie. Ça va lui prendre des heures. Oui. Des heures et des heures. Mais tu peux recréer en plusieurs mois une ville entière avec. C'est un peu comme du Lego en fait. Donc ce moteur-là, Minecraft, et il y en a d'autres. À l'époque, il y avait Second Life. Il y a d'autres jeux comme ça qui ont des moteurs. Le moteur de Half-Life. Enfin, il y a plein de moteurs de jeux qui sont beaucoup plus simples que d'être un développeur informatique, de connaître vraiment la création 3D. Typiquement, Minecraft, c'est un moteur de jeu qui te permet de tout créer relativement facilement sans avoir des connaissances informatiques très, très poussées. Et du coup, les humains étant créateurs, ayant accès à ce moteur-là, bah, s'amusent à créer leur univers et à faire des vidéos dessus. C'est les mini-vidéastes. Après, de là à dire que les gens qui regardent ça, ça va venir en grand public, je ne suis pas sûr. Il y a eu un film, Minecraft. Il y a le film Minecraft qui est sorti au cinéma. Ouais. Ça n'a pas fait, je pense, un nombre de vues si énorme que ça pour combattre un film Avenger, tu vois. Ouais. Mais bon, il y a des petits gens qui créent. C'est comme le fait d'être sur Twitch. La plateforme Twitch de vidéo, si tu regardes bien, tu demandes à quelqu'un dans la rue, il ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est que Twitch. C'est une plateforme qui a pourtant énormément de monde, mais qui est spécifique pour des gens qui veulent regarder des vidéos de jeux, des vidéos de tutos, des vidéos spécifiques. YouTube est connu de beaucoup de monde, Twitch beaucoup moins. Mais il y a quand même beaucoup de monde sur Twitch. Absolument. Alors, il y a beaucoup C'est un peu la de même films. chose. Ouais. Sur Twitch, ouais. C'est des gens qui diffusent leurs parties de jeu en ligne. Et ça intéresse souvent les gens de la communauté qui jouent déjà. Tu vas pas regarder une vidéo de 1 heure sur Minecraft si toi-même tu joues pas à Minecraft ou si tu sais pas vraiment ce que c'est. Exactement. Lui, c'est pas, ça t'intéresse pas forcément, hein, parce que les gens ils montrent des astuces, mais t'en as rien à faire parce que tu joues pas à ce jeu-là, quoi. Donc, alors, en parlant des films, comme tu sais, dans l'histoire du cinéma, il y a eu beaucoup de films qui sont basés sur l'histoire des jeux vidéo, hein. Par exemple, les premiers, c'est Street Fighter, Mortal Kombat. Ensuite, plus récemment, on a aussi des films comme Minecraft qui est sorti, et puis dans l'univers de jeux vidéo. Alors, il y a un film, c'est BioShock. Je sais pas si tu connais le jeu vidéo. Et je connais le jeu BioShock, je l'avais sur Xbox 360. Ah bah voilà, tu vois, BioShock, ils ont voulu faire un film dessus, BioShock Infinite, notamment le deuxième opus de la Exact. série, hein. Et BioShock Ouais, Infinite, ouais. qui est extrêmement, extrêmement bien fait, ça a pris, je crois, 4 ans ou 5 ans pour le faire, ce jeu, hein. Ah C'est oui, extraordinaire. oui. GTA, Bah c'est même pareil.
Bah oui, c'est clair. GTA, BioShock, il y a, je pense, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Un film, un jeu énorme qui a donné des produits dérivés. C'est le cinéma, ça devient le cinéma. Il y a Netflix qui a donné des nouvelles de l'adaptation du film BioShock. C'était publié en septembre de cette année, hein, donc il y a à peu près un mois, deux mois. Et 3 ans après l'annonce du projet, Netflix dévoile quelques informations à propos de l'adaptation de la saga BioShock. Donc il y a BioShock qui est tiré de la saga science-fiction. Donc, le premier BioShock est sorti en 2007 par l'éditeur de jeux vidéo 2K, 2K Games. 2K Games avait sorti initialement ce jeu vidéo, et ils ont fait 3 épisodes, en fait, BioShock Infinite et BioShock 2, je crois. Et c'est un chef-d'œuvre hein, parce que c'est un des jeux où il y a plus d'histoire que de shoot 'em up. Enfin, il y a plus de cinématiques. Alors, évidemment, dans les années 90, on avait aussi Under the Killing Moon. Je sais pas si tu avais connu ce genre de jeu, où tu as plus de séquences cinématiques que réellement de jeux en soi, quoi. Enfin, tu vois, tu tires de temps en temps, mais en fait, tu regardes plus le film que tirer sur les méchants. Et ça, ça change bien. Et d'après l'éditeur de jeu, 2K, en fait, ces 3 jeux, BioShock 1, BioShock 2 et BioShock Infinite, c'est vendu à plus de 43 millions d'exemplaires depuis 2007 jusqu'à maintenant. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais, et donc Netflix avait donné le feu vert et ils ont préféré attendre un petit peu, mais là ils vont faire un film. Et c'est pas forcément lié à l'histoire de BioShock, mais c'est dans l'univers de BioShock en fait. Donc voilà, donc on attend les nouvelles. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et c'est Francis Lawrence de Hunger Games qui va réaliser l'adaptation. Et on est au 9 rue Danton, au Pré-Saint-Gervais. Ok. Voilà, 9 rue Danton, au Pré-Saint-Gervais. Je vous accueille. Il y a un petit café, il y a des jeux, il y a plein de choses à faire. Voilà. Ambiance conviviale. Ok, ça marche. Merci. Ouais, ça va être. Ciao. Salut. Say bye. Trucks and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it grow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market, make it move up, come alive. Bots on the block, stay